Hello, ici Madame Falawa Sidibé. Je suis fondatrice et promotrice de l'agence de communication et marketing digital Smarter. Vous êtes chef d'entreprise, décideur au Mali et vous avez besoin d'outils, de conseils ou encore vous voulez digitaliser votre activité, mais vous ne savez pas par où commencer. Je pense que ce podcast vous sera très bénéfique et je vous invite à aller les suivre massivement. Je suis Malik Traoré, responsable technique au niveau du Fab Lab solidaire de Orange Digital Center. J'étais sur le plateau de Voix d'Impact pour parler sur la digitalisation des PME au Mali. Ne ratez pas cet épisode si vous ne voulez pas rater d'opportunités. Merci. Vous êtes entrepreneur, porteur de projet ou tout simplement quelqu'un qui s'intéresse à la digitalisation. Ne manquez surtout pas cet épisode, car dans cet épisode, nous allons vous parler des opportunités liées à la thématique de la digitalisation, le marketing et la communication digitale. Ne loupez pas cet épisode, car Voix d'Impact, c'est la voix des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. À suivre absolument. Dans un monde où l'économie se digitalise de plus en plus, les PME africaines ne peuvent plus rester en marge. La transformation numérique n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour rester compétitif. Pourtant, moins de 30% des PME africaines disposent d'une présence numérique structurée selon la Banque mondiale. Au Mali, près de 60% d'entre elles n'ont toujours pas mis en place une stratégie digitale claire. Ce retard a pourtant un coût. Une étude récente de la BCAO révèle que les PME digitalisées ont plus de 40% de chances de survivre au-delà de 3 ans et génèrent en moyenne 20% de chiffre d'affaires supplémentaires par rapport à celles qui ne le sont pas. Autre paradoxe, 60% des dirigeants des PME reconnaissent que la digitalisation est un levier de croissance. Mais la majorité ne savent pas par où commencer selon Orange Business. Alors, par où faut-il commencer? Quels sont les vrais enjeux, les bons outils et les pièges à éviter? Et surtout, comment digitaliser intelligemment dans un contexte comme le nôtre? Chère communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'Impact, un espace de dialogue pensé pour donner la parole aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin qu'ils puissent partager avec les autres leur parcours et inspirer la prochaine génération. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de digitalisation. Je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Malik Traoré, responsable technique au sein de Fab Lab au niveau de Orange Digital Center. Et avec Madame Falawa Sidibé, fondatrice de l'agence de communication Smarter Digital. Ensemble, on va échanger sur les défis liés à la digitalisation des PME et en même temps parler des stratégies pour pouvoir saisir les différentes opportunités liées à ces domaines. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question moins conventionnelle à vous poser, Monsieur Malik et Madame Falawa Sidibé. Je voudrais quand même que vous nous partagiez des anecdotes au cas où vous en avez. Parlez-nous d'une chose improbable que vous avez vécue ou bien s'il y a eu un bug qui s'est transformé en réussite. L'honneur aux dames. On commence par Madame Awa alors. C'est la triche, ça. Alors, on vous écoute. Alors, merci déjà, Rabia, pour l'invitation. C'est plus qu'un honneur pour moi d'être ici, accompagnée de M. Malik, pour parler d'un sujet tout aussi important qui est la digitalisation des PME au Mali. D'accord. Pour ce qui est de l'anecdote, je ne sais pas si ça peut ressembler à une anecdote ou pas. Mais on m'a nommé chef. Aussitôt que je suis venue ici, on dit que je suis la chef et que je dois payer l'équipe à la fin du mois. Et chose qui va dépendre de mes humeurs, Inch'Allah. Merci beaucoup, Awa, pour cette belle anecdote. Mais moi, je pense que quand on est chef, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il faut être objectif et non subjectif. Non, ça m'arrange comme ça. C'est bon.
Tu es sûr? Oui. D'accord. Alors, je me retourne vers M. Malik. Oui. À vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une anecdote, d'une histoire? Ok, merci beaucoup déjà pour l'invitation. C'était un honneur de partager déjà le plateau avec deux dames. Et pour parler sur un sujet aussi sensible, un sujet qui est la digitalisation. Maintenant, à ce qui est de l'anecdote, moi je voulais surtout donner une anecdote sur le digital aussi. Okay. Je me rappelle qu'en 2019, déjà, nous on devrait voyager. Je pense que certains vont regarder, ils vont se reconnaître dedans. On devrait voyager avec des enfants pour aller à Accra. On ne connaissait pas le chemin. Mais vous allez dire que ce n'est pas compliqué, mais on s'est fié à Map, qui nous a proposé qu'il a trouvé un chemin plus rapide. Chose qu'on s'est retrouvé dans la brousse. On s'est retrouvé dans la brousse, dans la boue. Okay. Voiture, notre car, déjà enfoncé. J'imagine. Et ça, déjà, quand on retourne à la maison quelques semaines plus tard, je vais sur Facebook, je trouve une image similaire à ça pour dire que quand Google vous dit qu'il a trouvé un chemin plus rapide, faites attention. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Pour rebondir dans le même sens que vous, ça me rappelle une vidéo que j'ai l'habitude de voir sur TikTok où un monsieur essaie de retrouver son chemin avec la géolocalisation et la géolocalisation lui propose de tourner à gauche, sachant bien que le gars est sur le pont et on lui demande de tourner à gauche. À gauche, là, c'est l'eau. Il dit non, à gauche, là, c'est l'eau. Voilà, merci beaucoup pour cette anecdote et je pense qu'on va continuer avec vous. Oui. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de digitalisation des PME, selon vous, est-ce une question de technologie, une question de stratégie ou bien juste un état d'esprit? C'est quoi la digitalisation en les mots? En gros, la digitalisation, déjà, c'est la transformation numérique. Okay. Maintenant, dans le contexte qui est le nôtre, il faut d'abord comprendre notre contexte. Nous sommes au Mali. Et nous avons eu l'Internet, je peux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'est, en tout cas, par rapport à nos âges, c'est longtemps, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et on n'a pas une couverture totale non plus, en termes de connectivité. Et même s'il y a beaucoup qui ont été faits, on a encore d'autres problèmes. Okay. Et le contexte, c'est quoi d'autre? C'est que nos PME, en tout cas, nos PME réels sur le terrain, on voit que la plupart, ce sont dans le domaine de l'informel. Ils sont dans l'informel. OK. Puisqu'ils sont dans l'informel, ce sont souvent les commerçants qui sont très souvent nombreux dans ce domaine-là. Cela se comprend puisqu'on rentre un peu dans cette histoire de digitalisation et tout. Maintenant, pourquoi on se retrouve à se faire ça? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Moi, je pense surtout que c'est d'abord une question d'état d'esprit, ensuite de stratégie. Parce que la technologie, quoi qu'on dise, la technologie est un outil qui permet d'accompagner, qui permet de réaliser ce qu'on veut, mais on peut réaliser la plus belle innovation au monde, mais si elle n'est pas adoptée par le public cible, ça ne sert à rien. Et nous, déjà, c'est un état d'esprit. Je vais vous donner des exemples en partant de cas auxquels nous nous trouvons. Il y a en juillet 2024, déjà, le président a dit que nous rentrons dans un cadre ils vont adopter des stratégies de digitalisation et tout. Mais lorsqu'on regarde la mise en œuvre de cette stratégie, en tout cas lorsqu'on regarde du côté je vais prendre un exemple sur le moyen de paiement qui est au niveau des mairies, au niveau de la police et tout, qu'est-ce qui rend difficile? C'est l'adoption déjà par les acteurs en question. D'accord. Et maintenant, auprès des PME aussi qui veulent réaliser, qui veulent adopter cette digitalisation, l'élément fondamental qu'il faut tenir compte, c'est surtout est-ce que quel est l'état d'esprit de mon public cible?
quelle stratégie je mettrai en place pour que mon public puisse adopter cela, adopter déjà la digitalisation avant de s'occuper de la technologie. Moi, personnellement, je veux pouvoir utiliser un service. La technologie qui est derrière, la plupart, comme nous, on s'en fout en fait de quelle technologie qui est utilisée derrière. Ce qu'on veut, c'est est-ce que ça résout notre problème. Ça, c'est moi parce que la technologie, le numérique, je suis dans le domaine, je vais faire un service et tout. Mais au-delà de moi, il y a encore une grande partie, vous avez donné les chiffres, qui sont encore réticents face à cette technologie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord travailler sur cet état d'esprit avec des stratégies qui vont avec, avant même de parler de technologie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette définition élargie. Vous avez parlé des stratégies, mais je pense qu'on va revenir à ça un peu plus tard. Mais avant, je veux me tourner vers Madame Awa. Madame Fall Awa, parce que je pense qu'avec les dames, il faut toujours préciser le nom de famille de leur mari. C'est important. C'est très important pour C'est nous très aussi. important, exactement. Donc, je dirais, Madame Fall, encore bienvenue. C'est vraiment un honneur d'être avec vous, vous deux. Partagez. Vous êtes vraiment des icônes en la matière. Et après cette première question posée à Monsieur Malik concernant la définition de la digitalisation, et il a parlé des cibles et tout. Et pour rester dans le même sens, moi, je pense que pour parler de la digitalisation, ce n'est pas seulement parce que beaucoup associent la digitalisation aux outils, à l'utilisation des outils numériques. Moi, je pense que ça va beaucoup loin, ça va au-delà de cela. C'est plus culturel, c'est plus un état d'esprit. Alors, vous, en tant que chef d'une agence de communication digitale, quels sont les défis que vous avez rencontrés pour créer ce déclic-là chez vos clients? D'accord. Merci pour la question. Alors déjà, pour commencer, je tiens à préciser que la digitalisation ne signifie pas avoir un site web ou encore une présence sur les réseaux sociaux. Je vais déconstruire un peu. Comme tu l'as dit, la digitalisation, ça va bien au-delà de tout ça. C'est tout un processus global qui en fait va amener en fait une entreprise à intégrer en fait les outils numériques en fait afin d'améliorer ses process, créer de la valeur et impacter son écosystème. Voilà. Donc en fait, moi je dirais que les défis que on a pu rencontrer, c'est comme Monsieur Malik l'a dit, le mindset, c'est plus la peur du changement. Voilà, il faut savoir que voilà, il y a certains chefs d'entreprise qui sont encore habitués en fait à leurs anciennes méthodes, leur ancien mode de fonctionnement qui pour eux, ils sont vraiment à l'aise dans ça. Et quand tu vas peut-être leur parler en fait d'un outil qui va leur permettre de faire leurs factures, de tenir la comptabilité, en même temps, ce même outil leur permet en fait de tenir en fait les fichiers de suivi des clients et tout, ça peut leur faire peur. Et moi, je peux dire que cette peur aussi est souvent conditionnée en fait par un manque de compétences qui, voilà, je trouve que aussi c'est un second défi parce que adopter ces outils là aussi, c'est vrai que ça peut demander certaines compétences que nos chefs d'entreprise n'ont pas forcément. Donc, un accompagnement serait plus que nécessaire. Et le troisième frein que je peux citer, ça peut être également les coûts liés en fait à ces outils. Voilà, souvent, certains pensent que ces outils, les outils numériques, ça peut coûter cher, alors qu'en fait, tu as des alternatives qui sont bien raisonnables au niveau prix et avec lesquelles vous pouvez dématérialiser pas mal de choses au sein de l'entreprise. Et moi, j'ai l'habitude de les dire, lorsqu'on débute une digitalisation, il faut toujours en fait voir en fait les process de l'entreprise et te demander qu'est-ce que je peux en fait automatiser afin de réduire en fait tout ce qui va être les coûts liés au côté RH. Parce qu'en fait, avec certains outils maintenant, vous n'êtes plus obligé d'employer le même nombre de personnel qu'avant. Voilà, la digitalisation, c'est vraiment un puissant levier pour les entreprises et je tiens à souligner que ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises, même les petites entreprises, et elles ont tout à y gagner en fait, parce que ça leur permet non seulement d'innover, d'être
compétitifs sur les marchés et de pouvoir répondre rapidement et facilement aux besoins de leurs clients qui, je trouve, à nos jours, sont très adeptes des outils digitaux. Ok. Parmi les freins, vous venez de citer, par exemple, la peur de pouvoir changer un système ou bien un manque de compétences et tout. C'est ce qui m'amène à vous poser une autre question. Est-ce que vous avez eu à faire face à un client difficile, compliqué, qui s'est trouvé dans cette position-là et que vous avez essayé de convaincre afin que ce dernier puisse adopter des outils de communication digitale? Oui, absolument. Ça, je dirais que ça fait un peu partie de notre quotidien parce que l'éducation du client, voilà, on appelle ça comme ça. Souvent, en fait, ils n'ont pas la même perception que nous. Et nous, en fait, en tant que professionnels aussi dans le domaine, c'est de notre devoir de les accompagner et de les outiller. Voilà. Et nous, par exemple, avec nos clients, on a l'habitude d'utiliser les outils collaboratifs tels que Google Workspace pour partager, en fait, même par exemple, un exemple très banal, le calendrier éditorial du client. On n'a pas forcément besoin de se déplacer chaque mois pour aller chez des clients pour qu'on puisse valider certaines choses ensemble. Nous, on a un calendrier qu'on fait déjà avec le Excel. Le client a accès, il a accès en fait à tous ses contenus, ses publications et il est à même en fait de pouvoir nous valider, nous dire non, je veux que vous remplaciez tout ceci, je veux que vous mettiez ça ici. Donc en fait, ça c'est par exemple un exemple palpable. Voilà, ça nous fait gagner de l'énergie et ça nous fait gagner extrêmement de temps. Voilà. Donc, ce que je peux dire, par exemple, si j'ai eu des difficultés avec un client, je dirais pas vraiment. Parce que comme je l'ai dit, il suffit d'accompagner la personne. À moins qu'elle ne soit de mauvaise foi. Je pense que si la personne comprend que ces outils vont tout en son avantage, elle n'aura pas forcément du mal à les adopter, en fait. Effectivement, c'est la compréhension qui compte. Si la personne comprend cela, je pense que tout va vite. Alors, Monsieur Malik, je reviens vers vous encore une fois. On sait que l'accompagnement des PME en matière de digitalisation, c'est vraiment un maillon très, très faible. Et qu'est-ce que Orange Digital fait pour proposer des solutions aux porteurs de projets, aux étudiants ou aux gens qui veulent tout simplement innover dans le domaine de la digitalisation. Et déjà, qu'est-ce que Orange Digital Center? Déjà, j'allais commencer par ça. Oui. Parce que, il faut d'abord comprendre Orange Digital Center et ses contenus. Et déjà, quelle est la différence entre Orange Digital Center et une agence de communication digitale, comme pour Madame Awa? D'accord, je vais expliquer Orange Digital Center, vous allez comprendre que c'est tout à fait différent. D'accord. Orange Digital Center, c'est en fait, ça découle en fait du cadre de responsabilité sociale d'entreprise de Orange Mali. Parce que toute entreprise qui évolue dans un environnement et qui fait des profits a une certaine responsabilité vis-à-vis de sa communauté. Dans ce cadre-là, Orange Mali, ou sinon Orange Group même, a pris l'initiative en fait d'œuvrer dans plusieurs domaines. Et parmi ces domaines-là, il y a le domaine de l'éducation, de la formation et de l'accompagnement. Et pour mieux faire, comme vous le savez, Orange ne fait pas les choses à moitié. Ils ont décidé de mettre en place Orange Digital Center. Orange Digital Center, c'est un centre de formation, d'accompagnement des jeunes. Centre de formation dans le sens où nous avons plusieurs programmes de formation de différents types qui aident les jeunes à pouvoir se former dans les métiers du numérique. Je pense que Madame Awa est passée aussi par là-bas pour une de ces formations. Donc, au niveau de l'accompagnement, il s'agit surtout on a des programmes à l'intérieur qui permettent en fait d'accompagner les porteurs de projets de l'idée jusqu'au prototype, de prototype jusqu'à l'accélération des startups et même un fonds d'amorcement aussi qui est disponible aussi auquel les entreprises peuvent accéder. Au niveau de la formation, nous avons par exemple Orange Digital Calanso qui est la première école de code gratuite au Mali. Là-bas, les jeunes peuvent accéder pour se former au métier de développement web et mobile.
Et à ce niveau-là, ils n'ont pas besoin d'avoir un profil informaticien, un profil droit et tout, mais c'est parce que c'est en quelque sorte une école aussi qui donne la chance, adaptée à tous. Donc, ça permet en fait, lors de son intervention, il a dit l'un des problèmes, c'est surtout la formation, l'accompagnement. Okay. Mais il faut d'abord former des bons acteurs pour les mettre sur le terrain et pour pouvoir mieux déjà créer des bons outils, mais aussi des outils qui sont adaptés pour la population. Cette école se charge de cela. Il y a ensuite le Fab Lab auquel je suis responsable. Là-bas, moi, je reçois des jeunes pratiquement tout le temps qui ont des idées de projet. Et notre objectif, c'est de les accompagner à ce qu'ils transforment ces idées-là en des nouveaux produits jusqu'au prototypage. C'est un atelier qui est équipé, qui a des machines, où on a des technologies dedans, où nous, on les accompagne du point de vue technologique jusqu'à créer leur start-up et tout. Maintenant, il y a le troisième programme qui est Orange Fab, qui peut les récupérer, ou sinon, même sans passer par ni l'école ni le Fab Lab, on peut accéder à Orange Fab pour pouvoir développer son projet. Là-bas, c'est des startups qui ont moins de 3 ans d'existence, qui peuvent accéder à Orange Fab. Et pendant 6 mois, ils bénéficient d'un accompagnement sur mesure. Parce que nous avons compris que nous ne pouvons plus exister comme des écoles classiques. Former, donner des notes et tout, non, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc, il faut revoir le système. Donc, nous avons compris à Orange Fab, on peut accéder avec son projet. Si on a déjà un produit et tout, on peut postuler et on a 4 projets qu'on prend chaque 6 mois. Et ces projets déménagent carrément à Orange Digital Center où on a mis des box en place, on a mis des liens, c'est-à-dire qu'ils vont désormais avoir leur bureau. Ils n'auront plus à payer des bureaux ailleurs. Ils vont avoir la connexion Internet qu'ils n'auront plus à payer. Ils vont avoir les téléphones, ils vont avoir un espace, des réunions, des salles de réunion. En gros, ils déménagent là-bas pour développer leur business. Et pendant ce temps, on a des difficultés. Ils peuvent avoir des difficultés parce que c'est des startups, ils se cherchent. Donc, ils peuvent avoir des difficultés. Je prends un exemple. S'ils ont des difficultés d'ordre marketing, par exemple, en fait, c'est des experts que nous, on dépêche pour venir échanger sur leurs problèmes particuliers et pour les aider à pouvoir aller au-delà de cela. Ça, c'est quelques actions que nous, on fait. Maintenant, il y a aussi d'autres écoles qu'on a mis en place comme le multimédia, qui est tout ce qui est caméra, tout ce qui est son, pour apprendre aussi aux jeunes de pouvoir faire ça. Si vous remarquez, Orange Digital Center essaie de lier en fait les deux. Il y a les startups, les PME qui sont là, qui sont accompagnés, mais qui ont des besoins de formation, mais aussi des besoins de ressources humaines. Et ces ressources humaines aussi, ils peuvent les avoir à travers la formation, l'école qui les forme. Vous voyez un peu. Donc, on fait les deux. Et le but final, c'est quoi? C'est d'amener, en fait, les jeunes déjà à pouvoir acquérir des compétences, soit pour aller dans des entreprises ou des compétences pour pouvoir développer leur business. Voilà voilà ce qu'est Orange Digital Center. Okay. Et en termes de différence entre nous et puis une agence comme FAL, c'est que l'agence comme FAL peut venir à ODC pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de ODC. Mais on est différent des incubateurs. On est différent des incubateurs. D'accord. Parce qu'on ne prend pas que... On sait que les incubateurs font aussi de l'accompagnement, mais nous, on est différents. Nous, notre programme, c'est un programme d'accélération. Et moi, au niveau du Fab Lab, ce que je fais, c'est aider les jeunes à transformer ces idées en des produits. Et ils peuvent accéder maintenant aux incubateurs. Ensuite, pour aller après accéder aux... Déjà, quelle est la différence fondamentale entre... ODC, c'est bien ça, et les incubateurs, parce que j'ai cru comprendre que ODC fait de l'accélération et je pense que les incubateurs aussi font de l'accélération. Et il y en a même qui font de l'accélération et de l'incubation. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre nous? On ne fait pas d'incubation. On a un incubateur. D'accord. Où on travaille avec les incubateurs quand il s'agit de développer le business, de créer le business plan ou de faire les études du marché. C'est des incubateurs qu'on sollicite pour pouvoir accompagner les projets qu'on a. D'accord. Nous, on ne le fait pas à l'interne.
comme je dis, on met un environnement à leur disposition. Vous les aidez à réaliser leurs projets. Leurs projets. Tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau du Fab Lab, déjà, on transforme des idées uniquement. C'est ceux qui ont des idées et qui ont des produits, qui doivent concevoir des dispositifs et tout. On les aide à aller jusqu'au prototype. D'accord. Mais par contre, après là-bas, ils doivent, et s'ils ont besoin de réaliser leurs études de marché, de faire ça, et si par exemple ils sont au niveau de Orange Fab, nous on sollicite les incubateurs pour le faire. Ok. Parce qu'on n'est pas Orange Digital Center n'est pas un incubateur. Maintenant, l'accélération, c'est là, ces actions rassemblées peuvent constituer un accélérateur pour la startup. Sinon, on est vraiment différencié là. Ok. En parlant de digitalisation, je comprends qu'il y a plusieurs types de digitalisation. Il y a le côté numérique, il y a le côté multimédia, le côté robotique. Est-ce que vous vous accompagnez dans tous les secteurs de digitalisation? Alors, on accompagne des projets de tous les domaines. Mais par contre, les projets qu'on accompagne doivent, ou en tout cas les solutions proposées par ces projets doivent avoir un caractère numérique. Ils doivent toucher au numérique. Par exemple, nous, on pourrait accompagner, je vais vous donner peut-être une petite nuance que vous allez remarquer, on peut accompagner une dame qui fait de la transformation de savon lorsque cette personne, par exemple, fait, après la transformation, fait ses commerces ou ses trucs en ligne, par exemple. Mais par contre, on ne peut pas accompagner que cette dame si, par exemple, elle fait la transformation et elle le vend porte à porte ou un truc. Nous, on n'a pas d'intervention à faire parce qu'il n'y a pas d'outils digitaux que la dame utilise pour le faire. D'accord? Donc voilà, et en termes de cela, on a aussi plusieurs programmes qu'on lance. Et ces programmes, c'est des programmes spécifiques qui prennent en compte des besoins spécifiques d'une population. Je vais parler peut-être de programmes Femmes Digitales où on a accompagné plus de 200 jeunes femmes pour les doter des compétences dans des outils numériques. Et certaines avaient déjà des projets et ces projets peuvent bénéficier plus tard d'autres types d'accompagnement. On se déplace dans la région pour former aussi des jeunes parce qu'on pense que la première des choses, c'est vraiment cette compétence qu'il faut doter. Il faut avoir beaucoup d'acteurs formés au niveau au Mali pour que cette digitalisation dont on parle puisse avoir la chance de pouvoir gagner tout le terrain. D'accord. Au regard de tout ce que vous venez de dire, on peut noter que toutes ces structures qu'on vient de citer, les incubateurs, les agences de communication digitale et ODC, sont vraiment des structures complémentaires qui sont là pour aider, pour appuyer les entrepreneurs et les jeunes qui souhaiteraient évoluer dans ce domaine-là. Alors, Madame Awa, je reviens encore vers vous. On a l'habitude d'associer, comme je l'ai dit précédemment, la digitalisation à l'utilisation des outils numériques. Beaucoup réduisent encore la digitalisation à la visibilité sur les réseaux sociaux et pourtant vous l'envisagez comme un véritable secteur, un véritable levier de croissance, excusez-moi. Quelle a été pour vous la plus grande révélation sur l'impact stratégique du digital d'une PME locale? D'accord, merci pour la question. Oui, comme je l'ai dit au début, effectivement, la digitalisation ne se résume pas qu'à avoir un site web ou encore une présence sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et effectivement, c'est vraiment l'adoption des outils pour dématérialiser le plus possible les processus de l'entreprise. Donc, en fait, l'exemple palpable qui a été une belle réussite, c'est on avait mis en place, en fait, un outil pour un entrepreneur. En fait, la personne, elle vendait en fait elle était dans l'artisanat. Elle faisait en fait des sacs, des sandales, etc. Donc, en fait, elle vendait uniquement que sur les réseaux sociaux, ce qui limitait vraiment sa portée parce qu'en fait, elle n'avait
décortiquer la possibilité de toucher en fait sur le plan local. Voilà, de bouche à oreille, à proximité, la famille, les amis, etc. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait pour elle, ça a été déjà de mettre en place une boutique en ligne, carrément, qui lui permet, en fait, aujourd'hui de pouvoir vendre ses articles au-delà du continent africain, qui sont d'ailleurs très sollicités là-bas. Et également, on lui a permis, en fait, de pouvoir mettre en place un logiciel pour suivre, en fait, les stocks et pouvoir, en fait, tenir sa comptabilité parce qu'en fait, elle avait juste un fichier Excel ou soit son cahier dans lequel son registre, elle enregistrait de manière manuelle et tout. Donc, en fait, la digitalisation, ça a permis qu'elle puisse suivre son stock en temps réel, toucher, en fait, une plus grande communauté en termes de vente, etc. Et aujourd'hui, ça fait moins d'erreurs pour elle. Et ça fait également, ça lui a permis en fait d'économiser pas mal de choses. Elle voulait en fait switcher sur une boutique physique avec tous les coûts liés à l'électricité, les loyers, etc. Donc en fait, sa boutique en ligne aujourd'hui lui permet en fait de toucher vraiment pas mal de clients et de pouvoir en fait réduire le plus possible ses coûts de production. Donc ça a été vraiment une belle réussite. Ça, c'est vraiment un impact. Exactement. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est par exemple pour une entreprise qui est à ses débuts, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, pour quelqu'un qui est en phase d'idéation, qui a un projet et qui souhaiterait se lancer, concrétiser son projet et qui souhaite également passer par la digitalisation, est-ce que cette personne, si par exemple, si la personne veut le faire à faible coût, est-ce que c'est possible? Si c'est possible, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette personne? C'est très bien possible, comme je l'ai dit. À faible coût, hein? À faible coût, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, on a pas mal d'outils pour dématérialiser plein de choses au sein de l'entreprise. Il y a par exemple Odoo. Odoo, je pense que M. Malik doit connaître. En fait, Odoo, ça coûte quoi? Peut-être 6 000 ou 7 000 mensuellement. Et Odoo, en fait, c'est un ERP complet, très complet en fait, qui te permet en fait de gérer tout ce qui est facture, tout ce qui est devis. Okay. En fait, tout également, ça intègre également un CRM pour suivre tes clients. Tu as même la possibilité en fait de te faire un site vitrine. Voilà, avec Odoo, voilà, tu es hébergé gratuitement, bien évidemment, il y a le nom du domaine Odoo sur ton nom. Donc, moi, je dirais que voilà, ça, ce sont des alternatives qui peuvent très bien être adoptées, en fait, pour quelqu'un qui démarre. Et bien évidemment, chaque domaine, en fait, a sa particularité. Okay. Voilà, chaque domaine a sa particularité. Donc, en fait, c'est à l'entrepreneur, en fait, de réfléchir, en fait, à cette stratégie et de se demander, en fait, qu'est-ce que je peux vraiment dématérialiser? Quelles sont les tâches que je peux automatiser afin de vraiment économiser et réduire le plus possible mes coûts. Il y a même avec l'avènement des IA maintenant, avec par exemple ChatGPT, vous pouvez faire tellement de choses que c'est pas possible. C'est un assistant personnel qui peut répondre tes mails, qui peut rédiger en fait des mails de prospection. Ou même t'aider à préparer ton pitch. Absolument. Pourquoi pas? Les alternatives moins coûteux, c'est pas ce qui manque actuellement sur les marchés et même côté communication avec l'avènement des IA, comme je l'ai dit tantôt, en tant qu'entrepreneur, en fait, tu as des outils maintenant qui te permettent de faire un shooting complet avec des mannequins, alors que avant si une entreprise voulait faire ça, c'était des millions. Il fallait avoir un studio, il fallait avoir des mannequins, il fallait avoir un photographe, un vidéaste. Et tu as plein d'outils maintenant qui intègrent l'IA, qui te permettent en fait de faire ça et à moindre coût. Mais tout dépend du moindre coût aussi. Parce que si tu compares vraiment à l'ancienne méthode où tu devais louer tout pour tout, moi je trouve qu'en fait ces outils font des merveilles maintenant. Exactement. Et voilà. Donc ça peut toucher presque tous les pôles de l'entreprise. Il suffit vraiment en fait si tu ne sais pas forcément par où commencer, il y a des professionnels pour ça. Il y a ODC justement qui accompagne les entreprises. Donc ce serait
déjà un premier pas d'y penser, d'adopter ces mindsets. Et quand on arrive à vaincre la peur de ces changements, et comme je l'ai dit, ça va tout simplement en fait te permettre de satisfaire vraiment les besoins de ton client de manière rapide et efficace. Qui, voilà, je tiens à les préciser, aujourd'hui, tout est digitalisé. Même les clients, voilà, les gens se déplacent plus. L'e-commerce a facilité tellement de choses et il faut demander tous les vendeurs maintenant sur TikTok. Tout le monde fait de la vente en ligne. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a du chemin à faire, mais voilà, les gens sont vraiment en train d'adopter ces outils-là au fur et à mesure. Donc, si une entreprise, tu ne t'adaptes pas, tu es amené à disparaître. Tu meurs, forcément. Comme on le dit, le monde évolue et il faut évoluer avec. Donc, il y a des outils de communication digitale qui existent. Il faudrait en profiter. Et en te posant la question, je faisais plutôt référence à la communication parce que pour quelqu'un qui est à ses débuts, pense automatiquement à faire évoluer sa visibilité ou bien à marquer sa notoriété et tout. Maintenant, est-ce qu'il y a des outils concrets, pas des outils, mais plutôt des réseaux sociaux que vous préconiserez à la personne afin que la personne puisse booster son projet ou bien son entreprise? En termes de communication. En termes de communication. D'accord. Déjà, comme je l'ai dit, moi, quand on parle de communication, il y a déjà, en fait, les canaux. Oui, les canaux de communication. Voilà, donc, en fait, ça, il y en a pas mal. Il y a LinkedIn, il y a TikTok. Il y a Facebook. Il y a Instagram. Donc, tout en fait, il y a une pléthore de canaux de communication. Exactement. Et ce qui fait que la personne fait face à une indécision. La personne a vraiment du mal à choisir parmi ces outils de communication. Même si on dit que LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel, mais je pense que de nos jours, même les autres réseaux sociaux ne sont pas à négliger, comme TikTok, Facebook. Maintenant, quels sont vos conseils pour mieux cadrer cette dernière? C'est l'adaptation de vos contenus. Voilà. Comme je viens de le dire, voilà. Il faut adapter tes contenus en fonction des réseaux sociaux. Parce que en fonction du public cible aussi. Exactement. Mais voilà, du canal également parce que, comme je l'ai dit, une entreprise qui un cabinet de consulting, prenons exemple, voilà, on a un cabinet de consulting qui accompagne les entrepreneurs, les entreprises, etc. Et après, on a une boîte de nuit. Voilà, c'est une entreprise aussi. Si. Donc, voilà. Je dirais qu'en fait, la boîte de nuit, TikTok, Facebook, Insta vont plus être avantageux pour cette entreprise. Et les cabinets de consulting, je pense que LinkedIn est plus favorable. Sachant qu'en fait, TikTok aussi, c'est pas à négliger. Comme je l'ai dit, en fait, tout est une question d'adaptation. Par exemple, les TikTok, quand tu le vois, ce sont des vidéos courtes, fun, drôles. Les gens vont en général là-bas, voilà, pour s'amuser, pour se détendre. Donc, en fait, toi, en tant qu'entreprise, si tu es sur TikTok, tu dois en fait proposer des contenus qui vont dans ce sens. Parce que même l'algorithme du réseau en question est configuré pour propulser ou ne pas propulser ton poste en fonction de voilà ce que tu vas proposer. Donc si toi tu es là sérieux, tu ne fais que parler de voilà ton sérieux tout le temps, les gens vont zapper. Donc en fait tu dois trouver les justes milieux, faire proposer en fait des vidéos qui sont à la fois drôles mais qui transmettent aussi les valeurs, la vision de l'entreprise de manière correcte. Voilà. Et au contraire, quand tu vas aller sur un réseau qui est LinkedIn par exemple, là-bas c'est vraiment des chefs d'entreprise, des entreprises, des consultants, des freelances. Donc là-bas ça va être un ton un peu plus corporate, je dirais. Donc en fait c'est vraiment l'adaptation de ton contenu en fonction du canal. Parce que, comme je l'ai dit, les gens, souvent, même moi, en fait, en tant qu'utilisateur de ces réseaux-là, si tu me vois ouvrir TikTok, c'est qu'en fait, j'ai envie de m'évader un peu. Et si tu me vois aller sur LinkedIn, c'est pour, voilà, aller créer des connexions, trouver des opportunités, trouver des marchés. Donc, en fait, l'intention même de la personne fait que toi, tu es obligé de t'adapter. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup, Awa, pour ta générosité. Je pense que ça, c'est à ton inconvénient. Ce n'est pas du tout à ton avantage parce que c'est une agence de communication. Elle est là pour appuyer les PME locales. Donc, je pense que c'est la bonne adresse pour pouvoir vous accompagner dans la digitalisation de vos projets. Alors, Malik, oui. On ne vous a pas oublié. Hein? Donc, la prochaine question que je voudrais vous poser, c'est que dans un environnement
moment où les ressources sont limitées. Également, l'Internet n'est pas toujours stable. Comment une PME peut-elle s'engager dans une approche, dans une digitalisation, je vais dire, intelligente et aussi réaliste? Existe-t-il des approches plus sobres et plus efficaces? D'accord. Déjà, je commence par... on dit il n'y a pas de... On dit qu'il y a la connexion, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est le besoin. La première des choses, c'est quel est le besoin de celui à qui je vais adresser, je vais vendre mon produit. OK. Et si le besoin est connu, qui est-il déjà? Il faut qu'on comprenne déjà qui est-il pour pouvoir adresser ce besoin. Et je vais vous dire quelque chose. Vous avez sans doute constaté, vous pouvez trouver aujourd'hui une famille qui n'arrive pas à se nourrir 3 fois par jour, mais vous n'allez pas trouver de famille où il n'y a pas de téléphone à l'intérieur. Il y a toujours ça. Ouais. Donc, s'il y a des téléphones dans chaque famille, ça veut dire que c'est pourquoi la digitalisation, ce n'est pas venu par hasard. Hein. Les applications et tout, ce ne sont pas venus par hasard. C'est que les gens ont adopté, les gens se sont collés au téléphone. Et donc, tout ce qu'on fait, et on veut que nos informations, nos produits restent avec les gens, ou en tout cas, on veut aller vendre nos produits aux gens. Si on ne peut pas les amener, ce qu'ils ont là-bas, là, on va envoyer ça là-bas. Tout à fait. Ouais, c'est pourquoi on a le téléphone, on a la digitalisation qui est un moyen inévitable, quoi. C'est inévitable qu'on puisse. C'est indispensable. On ne peut pas éviter de rentrer dans ça. Donc, que ce soit dans les grandes villes ou même dans les régions reculées, il y a toujours le téléphone quelque part. Et pour même appuyer vos dires, je pense que même la télé est négligée maintenant à cause des téléphones. Ouais. Dans chaque famille, tout le monde est concentré sur son téléphone, son smartphone et tout. Il y a plus de grains. Chacun est sur son téléphone. On est ensemble, Exact. mais on est beaucoup plus collés au réseau, au téléphone, à ceux qui sont derrière le téléphone que ceux qui sont à côté de nous. Tout à fait. Même si ça a aussi des inconvénients, mais on est beaucoup plus ça. Donc, quelqu'un qui veut un peu de PME qui veut vendre son produit, Il est obligé de passer par ça. C'est le moyen le plus idéal d'utiliser. Elle a parlé des outils comme les réseaux sociaux, les TikTok. Là. Je voulais dire aussi, les CEO qui sont sur LinkedIn, là, c'est les mêmes CEO qui viennent sur TikTok. Hein. Et les mêmes CEO, comme elle a dit, quand elle veut vraiment se mettre à l'aise, elle va sur TikTok pour pouvoir regarder. Mais quand elle voit quelque chose qui est bien, c'est peut-être qu'elle va aller chercher au niveau des LinkedIn. Absolument, oui. Maintenant, en ce moment, peut-être qu'au moment où elle est partie à la recherche, elle est beaucoup plus concentrée, elle est occupée d'autres choses. Mais au moment où elle est dans sa détente là, quelque chose qui voit peut attirer son attention. Parce que dans tout ça, ce qu'on cherche à faire, en tout cas les entreprises cherchent à faire, c'est attirer l'attention du client, du potentiel client. Et quand elle va venir, c'est maintenant transformer en client. C'est ça l'objectif le plus... Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment... on intervient surtout dans ce cadre, c'est de les montrer surtout ces côtés, c'est leur donner surtout ces informations, les former à l'utilisation de ces outils-là et surtout dire qu'il n'y a pas de produit miracle, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas la technologie qui va faire germer un produit, qui va faire tout, quoi. Non, non. Okay. Le meilleur produit, c'est celui qui répond aux besoins. La technologie, on a ça, on a les outils, mais il faut aller déjà à la rencontre des besoins de la cible et en fonction de ces besoins, offrir la solution la mieux adaptée, quoi. Pas la solution la plus génie, la plus diabolique, quoi. Vous voyez, si je vais vous donner l'exemple de Orange, de Mali-Sougou, Orange Mali-Sougou. Okay. Quand c'est venu, quand Orange Mali-Sougou est venu, d'abord, tout le monde utilisait les SSID et tout. Et qu'est-ce qu'on constate? Si vous êtes dans le quartier, vous connaissez comment prendre le crédit, comment prendre le forfait, comment prendre ça, vous êtes très sollicité pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mais tout le monde a les applications, les trucs. Donc, on a créé Mali-Sougou. Ce n'était pas l'application
la plus wow technologiquement, mais c'était l'application qui était le mieux adaptée pour répondre aux besoins du public. Et les gens l'ont adopté tout de suite. Et on a vu que là, il y a du potentiel, il y a d'autres besoins à adresser, et il faut donc donner une seule adresse. C'est-à-dire, quand j'ai besoin, j'ai une solution, j'ai un problème, je veux faire quelque chose sur mon téléphone, à travers le réseau, il faut que j'ai une seule adresse. C'est là où on a transformé en Maxit. Et vous allez voir que les gens chacun va pour ses besoins. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que les outils, les technologies, c'est bien. Mais d'abord, pourquoi en faire? C'est ça le vrai besoin. Et nous, la véritable question, réellement. D'accord? Okay. Donc, notre solution, ce n'est autre chose que donner ces informations, former les gens à cela, et avec des moyens les plus... parce que tout ce que nous, on fait là-bas, il faut le noter, c'est gratuit en fait. Les formations, les accompagnements qu'on fait, c'est gratuit. On donne souvent même de l'argent pour ça. Donc, on va en venir à la fin. Je vais vous demander quelles sont les conditions, comment est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les procédures à suivre pour bénéficier des programmes de formation de Orange Digital Center. Mais avant, on l'avait dit à maintes reprises, le monde digital évolue à grande vitesse, mais les PME aussi doivent se construire dans la durée. À votre avis, Madame Awa, comment ces PME peuvent-elles concevoir une stratégie digitale capable de résister dans le temps sur le long terme? D'accord. Je dirais qu'en fait, il faut surtout partir d'un besoin. Parce que comme M. Malik l'a dit tantôt, OK, on adopte les outils, mais pour quelle fin? Il faut bien que ça réponde vraiment à un besoin réel du marché. Et une stratégie durable dans les temps, une stratégie ne peut être durable dans les temps si on ne l'ajuste pas. Parce que tu l'as dit tantôt, à chaque fois, tu as des nouveaux outils, surtout avec l'avènement des IA maintenant. Surtout le monde numérique, c'est un monde qui est en sans cesse évolution en fait. Donc, même si l'entreprise met en place une stratégie aujourd'hui, il faut qu'elle soit à même de pouvoir l'adapter au fil du temps. Il faut voir par exemple les déclins de Skype, qui n'est pas vraiment une surprise pour moi parce qu'en fait, il faut savoir que Skype, à l'époque, dans les années où on l'utilisait, c'était vraiment les réseaux sociaux qui étaient très utilisés, très populaires, le plus chic et tout. Mais Skype n'a pas vraiment su s'adapter en fait avec le temps. Exactement, dans les temps. Après, il y a eu WhatsApp qui est venu, Viber aussi qui l'a détrôné. WhatsApp est venu ensuite. Il y a Telegram. Après, il y a Zoom, Google Meet, tout ça, voilà, ceci n'en a suivi. Moi, je trouve qu'en fait, Skype aussi n'a pas su en fait s'adapter en fait à toutes ces évolutions parce que voilà, ils n'ont pas su faire durer ou améliorer la qualité de leurs produits, et voilà, d'autres produits sont bien évidemment venus prendre une part de marché plus important. Donc, je dirais qu'en fait, il faut partir d'un besoin, voilà, qui s'adresse à une cible bien précise, et adapter ta stratégie en fonction. À chaque fois, il faut être à l'affût des actualités, les opportunités, les menaces, qu'est-ce que je dois faire. À chaque fois, chercher à connaître les besoins de ton client, quels sont et puis les besoins du client changent aussi, ça évolue. Voilà, il faut être en mesure en fait de t'adapter à chaque fois. Et la vraie stratégie durable dans le temps, c'est une stratégie qui est capable de s'adapter et qui est une stratégie qui répond à un besoin. Et surtout qui suit la tendance. Exactement. D'accord. Et je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode qui a été très riche en échanges et également en conseils. Mais avant ça, avant de clôturer cet épisode, je me tourne vers M. Malik pour lui demander en même temps quelles sont les procédures à suivre pour un jeune qui nous regarde et qui souhaite se lancer dans la digitalisation ou tout simplement monter son projet de digitalisation. Quelles sont les procédures à suivre pour pouvoir bénéficier des programmes d'accompagnement de Orange Digital Center? Pour un jeune qui nous regarde, il faut aller sur les réseaux. Chercher Orange Digital Center. On a nos différentes pages, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram.
toutes les formations qu'on lance, tous les programmes qu'on lance, on le publie sur nos différents réseaux. Et s'il y a une formation, il y a un programme qui vous concerne, qui vous intéresse, on le publie toujours avec des critères. Il faudrait postuler. Et lorsque vous postulez, on fait tous nos processus de sélection et vous recevez des notifications pour pouvoir venir assister à la formation ou venir intégrer le programme de formation en question. Donc, c'est assez simple, c'est transparent aussi. D'accord, mais je voudrais un peu que vous D'accord. poussiez un peu les explications parce que au départ, vous disiez que les programmes d'accompagnement de Orange Digital sont faits pour tous, adaptés à tous. Donc, pour Exactement. quelqu'un, par exemple, je me mets à la place d'une personne qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas été envoyée à l'école du tout, maintenant qui ne sait pas lire, et qui, certes, qui est sur les réseaux sociaux, mais qui ne sait pas comment postuler. Parce que pour postuler, il y a plusieurs schémas à suivre et tout. Maintenant, pour cette personne-là, comment est-ce que il faudrait faire autrement? Il y a un seul chemin à suivre, mais tout le monde peut le suivre. D'accord. Et on a des programmes adaptés à tous les niveaux. On a un programme, vous venez de toucher sur des gens qui ne sont même pas partis à l'école. Je dois dire qu'au niveau du Fab Lab, nous faisons des formations sur la réparation des téléphones portables, la maintenance de l'informatique et nous recevons même des gens qui ne sont jamais allés à l'école. OK. Ça, c'est au niveau du Fab Lab. Donc, il n'y a pas de barrière linguistique. Non, il n'y a pas de barrière ni linguistique ni de niveau. On a des programmes adaptés à tous. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut faire tous les programmes. Ah, ça, il faut le Je préciser. vais le préciser. Par exemple, on a le programme de développement de développeurs web et mobile. On peut être de tous les domaines, mais il faut avoir au moins un bac plus 2 à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est en train de former des développeurs. Et à la fin, l'un de nos KPI, c'est l'insertion. Il faut l'insérer. Et maintenant, si on forme des gens qui ne sont pas encore diplômés, alors que la plupart des appels à candidature pour recruter des développeurs, ça commence par avoir bac plus temps, bac plus temps. Donc, on s'adapte aussi au marché. On ne peut pas dire à nos PME d'aller voir ce qui se passe dans le marché et nous, on s'entête à faire des choses comme ça. Non, c'est au niveau de l'école du code, par exemple. Mais au niveau du Fab Lab, l'atelier où je gère, on recrute, on peut former tout le monde, et quel que soit le niveau, quelle que soit la provenance. En 2023, nous avons eu à former des déplacés internes, des déplacés de guerre, qui sont à Faladje, qui sont à Sénou et tout, qui ne parlent même pas, il y en a parmi eux qui ne comprennent même pas le Bambara, qui parlent Peul, d'autres parlent Dogon, et on a dû prendre des traducteurs pour les former. Mais les former à quoi? À l'installation des panneaux solaires. Okay. Parce que eux, dans leurs environnements, c'est ça qu'ils utilisent. Les former à l'installation des antennes paraboliques, des antennes avec décodeurs et tout. Parce que dans les villages, quand on a ce type de compétences, on ne chôme pas. C'est un atout. C'est un atout. Donc ça, c'est des publics, on ne va même pas leur demander s'ils ont le bac, ils ne sont même pas été envoyés à l'école. Il y a ça. Donc, et on a aussi des gens qui viennent, qui ont aussi on a eu à former aussi des anciens chercheurs aussi. D'accord. Par rapport à certains outils de travail. Donc, pour les aider. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, nous, on a essayé vraiment de se positionner de telle sorte qu'on puisse soutenir l'écosystème comme il est. Okay. D'accord? Donc, si vous êtes jeune, vous êtes parti à l'école ou non, vous avez le bac plus 3. Si vous faites un tour sur les pages de Orange Digital Center, vous voulez vous former, on a des programmes pour vous. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Malik. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Et je profite pour vous encourager, vous remercier pour cet excellent travail que vous faites pour l'accompagnement des jeunes. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour la population jeune du Mali.
Et je pense qu'on va en profiter au maximum. Mais après avoir bénéficié des programmes d'accompagnement de Orange Digital Center, une fois qu'on a pu mettre en place son projet, il faut surtout de la visibilité. Et c'est là où Madame Fall Awa Sidibé intervient. Et pour ça, Awa, comment est-ce qu'on peut contacter Smarter Digital? Oui. Alors, Smarter, c'est une agence de communication et marketing digital. Donc, nous, nos services sont, entre autres, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, création de contenu, création de sites web, d'applications mobiles, etc. Donc, en fait, pour nous contacter, c'est très simple. Il y a nos réseaux sociaux. On est présent quasi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, etc. Il y a également notre WhatsApp. Sur le 75 50 43 01 ou à travers notre site web également, qui est smarter-agency.com. Vous n'êtes pas cher? Non, du tout. Est-ce que tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'en fait, on propose vraiment des offres adaptées Okay. sur mesure. Okay. Voilà, ça part vraiment des besoins et du budget du client et également les résultats souhaités. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Awa, pour ces détails. Nous n'allons plus hésiter. Nous allons passer directement à l'agence Smarter Digital pour nous faire accompagner en termes de communication. Alors déjà, je pense que c'est ce qui mène fin à cette discussion, à ce débat, à cet échange assez riche en informations et surtout en conseils. Comme le disait Peter Drucker, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Alors, à vous, chers entrepreneurs, décideurs et porteurs de projets, commencez petit mais intelligemment et prenez le virage digital. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans le prochain numéro pour parler de d'autres sujets plus engageants et plus intéressants. Merci beaucoup et à la prochaine.